Bonjour à tous, bienvenue au Learn with Google aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de Gmail Sponsored Promotions et découvrir toute la puissance qu'il peut y avoir en utilisant ce nouveau format publicitaire au sein de Gmail. Je me présente, je m'appelle Gaëlle Madelin-Girardot et je suis spécialiste produit sur tous les produits d'audience et donc Gmail Sponsored Promotions. Aujourd'hui, nous allons voir pendant environ 35 minutes trois grandes sections. Tout d'abord, bien comprendre ce que c'est que Gmail Sponsored Promotions en clair, qu'est-ce que ça implique. En deuxième partie, nous verrons les critères de ciblage disponibles dans Gmail Sponsored Promotions, que je vais appeler GSP pour être plus rapide. Et nous verrons pour quel type d'objectif nous pouvons utiliser ces critères de ciblage. Et enfin, nous verrons qu'est-ce que l'on peut analyser et comment optimiser et avoir les meilleures campagnes possibles sur Gmail Sponsored Promotions, donc GSP. 30-35 minutes donc de présentation. Vous pouvez tout au long de la présentation sur votre droite envoyer des questions, écrire vos questions en appuyant sur le bouton vert Submit pour envoyer vos questions. Et j'y répondrai, nous prendrons en fonction du nombre de questions 10-15 minutes pour répondre à toutes vos questions du coup, que vous aurez posées tout au long de cette présentation. Nous commençons donc avec Gmail Sponsored Promotion en clair. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Tout simplement, quand vous êtes dans votre boîte de réception Gmail, vous avez la possibilité, donc, que vous soyez sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre téléphone, vous allez avoir, en fonction du paramétrage de votre boîte de réception, soit dans l'onglet promotion, donc si votre boîte de réception est paramétrée pour avoir différents onglets, généralement c'est l'onglet primaire, ensuite un onglet social et un onglet promotion. Donc dans l'onglet promotion, vous allez recevoir toutes les newsletters de promotion auxquelles vous êtes inscrit, et c'est là qu'apparaîtra en teaser une annonce dans cet onglet sur lequel vous pouvez cliquer. Si vous n'avez pas paramétré votre boîte de réception en mode onglet, vous allez donc voir sur la droite, donc vous le voyez sur l'écran dans la tablette, vous verrez sur la droite une petite annonce avec un logo et le texte, un petit texte sur lequel vous pourrez donc cliquer. Et vous verrez dans ces cas-là apparaître le format Gmail Sponsored Promotions qui prend 100% de part de voix, qui ressemble tout simplement à un email. Ce n'est pas techniquement un email, mais ça y ressemble. Et en tout cas, ça prend toute la page de la boîte de réception. Donc, c'est vraiment au clic. Donc, il faut une intention d'ouvrir le teaser pour que cela apparaisse, donc, encore une fois, sur votre portable, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Quel est l'intérêt d'utiliser Gmail Sponsored Promotions en tant qu'annonceur? Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur GSP, c'est qu'il y a une diffusion optimale. Donc l'algorithme va faire en sorte de ne jamais dépasser entre 14 et 30 affichages par mois. Tout simplement pour s'assurer que le taux de clic soit bon et pour ne pas avoir une surpression. Et cela va se faire selon la performance de la campagne. Donc, s'il y a un très bon taux de clic, il y aura plus d'affichage. S'il y a un moins bon taux de clic, il y aura tout simplement moins d'affichage. Moins d'affichage pour votre campagne en tant qu'annonceur, mais également de manière générale, si vous êtes un utilisateur Gmail, vous verrez que plus vous cliquez sur des promotions Gmail Sponsored Promotions, donc ces petites annonces, ces teasers, plus vous en verrez, car vous serez considéré comme quelqu'un qui est intéressé par les promotions, donc on vous diffusera de plus en plus de promotions. Moins vous allez cliquer sur ces teasers, moins vous allez ouvrir les teasers, moins vous verrez de diffusion et d'affichage de teasers GSP. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'efficacité. On voit en tout cas un taux moyen d'ouverture de ces teasers qui est de 3,5%. Donc, généralement, on le compare au display qui est plutôt entre 0,10 et 0,20% quand on clique. Donc là, 3,5%, c'est quand même une très très belle moyenne et ça permet d'avoir une très belle notoriété parce que même s'il n'y a pas après de clic sur le GSP une fois qu'il est ouvert, vous avez déjà en tout cas une excellente
notoriety puisque le format est quand même assez impactant. Enfin, en troisième, vous verrez la profitabilité. La profitabilité tout simplement parce que c'est une tarification au CPC, mais c'est une tarification au CPC par utilisateur. Ce qui veut dire en fait que si un utilisateur clique plusieurs fois sur le teaser, vous ne serez facturé qu'une seule fois sur le premier clic de cet utilisateur et ce par campagne. Ça veut dire qu'en termes de rentabilité, c'est particulièrement rentable puisque vraiment on paye au nombre d'utilisateurs et non au nombre réellement de clics. Ce qu'il faut bien comprendre pour Gmail Sponsored Promotion, c'est ce qui est écrit en bas, c'est qu'en fait, il faut savoir que cela cible des signaux d'audience, donc ça cible des utilisateurs et non des cookies. Donc c'est pas un nombre de cookies, c'est vraiment un nombre d'utilisateurs puisque ce sont bien des utilisateurs qui ont des boîtes de réception. Et ce qui veut dire également qu'il n'y a pas, on ne collecte pas la data, on ne collecte pas de cookies, donc tout est en real time, tous les signaux d'audience et on ne peut pas réutiliser cette data par la suite. Donc en termes de privacy, c'est très important et on y tient beaucoup chez Google. Enfin, le dernier point, c'est la pertinence. La pertinence, tout simplement parce que quand vous allez pouvoir cibler les utilisateurs dans Gmail, il faut savoir que les signaux qui sont utilisés pour les critères de ciblage sont basés sur ce qu'on appelle l'active inbox. Donc l'active inbox, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de dire, eh bien, ce sont les 300 derniers emails actifs des utilisateurs. C'est-à-dire que ce sont les 300 derniers emails qui ont été ouverts par les utilisateurs. Donc, tous les critères de ciblage que nous allons voir par la suite sont basés sur ces 300 emails actifs et non une boîte de réception pleine, parce qu'on sait parfois qu'on peut recevoir des emails que l'on n'ouvre pas, simplement parce qu'on n'est pas intéressé. Et donc, dans ces cas-là, on ne va pas considérer ces signaux pour le ciblage dans Gmail Sponsored Promotion. Un point important pour GSP, j'ai bien dit qu'on pouvait utiliser GSP sur tous les types d'écrans. La spécificité sur mobile, ça va être de pouvoir saisir les opportunités supplémentaires de conversion. Et on va le voir tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre et pourquoi c'est vraiment très important de bien utiliser GSP également sur le mobile, c'est tout simplement parce que 2/3 des utilisateurs de Gmail utilisent également et vont ouvrir leur boîte Gmail sur leur mobile très régulièrement. Et il faut comprendre qu'évidemment sur mobile, l'écran est plus petit et donc un format Gmail Sponsored Promotions est tout à fait adapté puisqu'il est, quand on a cliqué sur le teaser, le format est très engageant et sur mobile, c'est assez important de pouvoir avoir un format aussi important. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire sur le mobile spécifiquement? Vous pouvez avoir une campagne dédiée uniquement mobile pour vous permettre, eh bien, notamment, de pousser et d'encourager les mobinautes à installer votre application pour mobile. Donc, ainsi, vous allez pouvoir avoir un teaser que quand on ouvre le Gmail Sponsored Promotion, vous allez avoir un bouton directement pour downloader l'application, votre application mobile. On va pouvoir également utiliser les ciblages domaine ou mots-clés pour trouver des utilisateurs en fonction de leur dernier achat sur Google Play ou l'App Store. Et on va voir après les ciblages domaine et mots-clés dans la deuxième partie. La deuxième possibilité sur mobile spécifiquement, c'est également le click to call. Donc ça, c'est une option que vous devez connaître également sur le search qui est disponible dans GSP, puisque cela permet également d'avoir un bouton qui va permettre de click to call, donc d'appeler directement, puisque l'internaute est sur son mobile, et bien il va cliquer sur le bouton et appeler directement votre centre d'appel, et vous allez pouvoir convertir ce prospect au téléphone grâce à cela. Donc maintenant, on a vu effectivement Gmail Sponsored Promotions, ce que c'était et comment on pouvait l'utiliser. Donc maintenant, nous allons voir tous les critères de ciblage disponibles et quand est-ce qu'on peut les utiliser pour quels objectifs. Les 4 grands objectifs de Gmail Sponsored Promotions, l'avantage c'est que finalement cela couvre tous les objectifs pratiquement marketing, donc les objectifs de performance, donc notamment de conversion, donc ce qu'on appelle la vente immédiate. Ensuite, la fidélisation et la rétention, tout simplement en optimisant effectivement notre base client et la fidéliser et la retenir si besoin, et voire le sceller.
et également des objectifs branding, donc qui vont être tout simplement la notoriété en faisant connaître sa marque ou un nouveau produit, et influencer et considérer tout simplement en envoyant du trafic vers votre site, en générant des contacts, en qualifiant, même cela va vous permettre de vous créer une base de prospects qualifiés grâce au ciblage utilisé, vous allez pouvoir créer cette base importante. Donc, si j'entre dans le concret et dans les ciblages, si je reprends, donc effectivement, nous allons voir ces ciblages par type d'objectif. Si je prends le premier objectif, qui est généralement un objectif très prisé, qui est la vente immédiate, donc l'idée d'aller chercher des prospects chauds. En termes d'exemple précis, si vous êtes une agence de location de voitures, vous allez pouvoir cibler des acheteurs de billets d'avion. Comment ça fonctionne? Tout simplement en utilisant le ciblage que l'on appelle achat-produit. Donc le ciblage achat-produit, ça permet de toucher une audience, donc des utilisateurs, selon leur historique d'achat. Comment ça fonctionne? En fait, dans Gmail, on va savoir grâce à un email de confirmation qu'une personne a reçu un email de confirmation d'achat de billets d'avion. Donc, l'agence de location de voiture se dit que quelqu'un qui vient d'acheter un billet d'avion va peut-être avoir besoin d'une location de voiture et ça permet effectivement d'avoir quelque chose de complémentaire. Un deuxième exemple pour l'achat produit, c'est un éditeur de jeux vidéo, par exemple, qui cible des acheteurs d'une console de jeux vidéo. En disant, quelqu'un qui vient d'acheter en ligne une console, là, je vais pouvoir lui proposer des jeux. C'est un intérêt, on va dire, complémentaire à cet achat qui vient d'être fait. Donc, après, on peut imaginer toutes les typologies d'achat produits et on a des ciblages assez granulaires puisqu'on peut aller jusqu'à l'achat d'un siège auto pour bébé. Et bien, ça va permettre de dire tous les gens qui viennent acheter ce type de produits, je sais déjà qu'ils sont intéressés par la puériculture et je vais pouvoir peut-être proposer une chaise haute ou encore tous les produits qui peuvent être assimilés. Deuxième grand objectif, la fidélisation et la rétention. Alors, upsell et cross-sell. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà acheté chez moi en tant que client, je vais pouvoir m'assurer qu'il va acheter encore plus chez moi et je vais donc le fidéliser. Un exemple ici, c'est un hôtelier qui va cibler sa base client en y ajoutant un autre ciblage, par exemple l'achat de billets d'avion comme on l'a vu, pour le relancer au bon moment. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Ici, on va utiliser le ciblage par nom de domaine. Donc le ciblage par nom de domaine, c'est tout simplement dans la boîte mail de l'utilisateur Gmail, on va pouvoir voir, on va pouvoir mettre, par exemple, je suis hotels.com, je vais voir, ma base client, c'est tous les gens qui reçoivent ma newsletter hotels.com, donc je vais cibler ce nom de domaine, et je me dis, tous les gens qui reçoivent déjà ma newsletter, je vais y ajouter un autre ciblage qui est celui qu'on appelle l'achat produit, donc l'achat de billets d'avion, et ça veut dire que je cible ma base client, mais au bon moment, puisqu'ils viennent d'acheter un billet d'avion, donc ils vont avoir peut-être besoin d'un hôtel. On peut également imaginer pour le nom de domaine, ici, se dire, justement, je vais exclure ma base client pour acquérir de nouveaux clients. C'est aussi une possibilité. Troisième grand objectif, ça va être la notoriété. Donc la notoriété, par exemple, aller chercher une cible niche, on en parlait juste avant, notamment pour les jeunes parents, trouver et s'assurer que ce sont des jeunes parents, c'est forcément sur le web pas forcément évident de trouver ces cibles. Et bien ici, on va pouvoir les trouver, par exemple, une marque de vêtements pour bébé qui va cibler les acheteurs d'accessoires de puériculture. Donc là, encore une fois, on va pouvoir aller chercher les gens qui ont acheté tous les produits de puériculture qu'on connaît et de façon indirecte, se dire voilà, ils ont un bébé, donc je suis une marque de vêtements pour bébé, je vais cibler tous ces utilisateurs. Il y a également l'acquisition. On va reprendre également le ciblage de nom de domaine. C'est un opérateur qui va cibler les domaines des autres opérateurs. Donc, je suis l'opérateur A, eh bien, je vais aller cibler tous les gens qui reçoivent des newsletters de B, C et D. Et je vais pouvoir leur proposer alors, une nouvelle offre 4G, donc 5G pour la prochaine fois, et ainsi prendre de la part de marché à ses concurrents, tout simplement, pour le dire clairement,
Et également, on peut y ajouter la possibilité d'ajouter son propre nom de domaine et du coup exclure sa propre base client en se disant je vais encore une fois aller chercher vraiment des clients que je n'ai pas encore. Enfin, sur l'influence et la considération, ça va permettre d'aller chercher vraiment une audience très qualifiée. Et notamment, on va voir le ciblage de l'intérêt thématique. Donc, par exemple, un distributeur qui, pour la sortie d'un film de science-fiction, va cibler un intérêt pour la science-fiction, mais il va également cibler un autre intérêt complémentaire qui est celui du gaming, parce qu'on associe souvent les gamers à ceux qui aiment également le cinéma et notamment la science-fiction. Donc ça va permettre effectivement d'aller chercher des intérêts spécifiques, mais aussi complémentaires. Enfin, une marque encore de puériculture va pouvoir cibler des noms de domaine, mais cette fois des noms de domaine qui sont un peu sur le côté, je dirais, qui ne sont pas forcément liés comme de l'achat produit, on a vu, ou des noms de domaine de marques concurrentes, mais des noms de domaine du type qui démontrent un intérêt pour tout ce qui est parents, donc qui reçoivent des newsletters de parents.fr, famille.fr, etc. Ça, c'est vraiment des choses également qui permettent de vraiment préqualifier des cibles très précises. On peut l'imaginer également sur du CSP+, avec des gens qui reçoivent des journaux plutôt très CSP+, etc. Enfin, on va reprendre également l'éditeur de jeux vidéo qui va cibler des mots-clés liés au gaming. Et ben, on va pouvoir utiliser le ciblage mots-clés. Donc, le ciblage mots-clés, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre justement, si vous connaissez bien les mots-clés qui fonctionnent pour vous, les mots-clés qui sont très bons pour vous sur le site, eh bien, vous pouvez réutiliser ces mots-clés. Et si nous retrouvons ces mots-clés au sein, encore une fois, de l'inbox active, donc les 300 derniers mails actifs de l'utilisateur, eh bien, on va pouvoir créer, du coup, finalement, c'est un petit peu comme le ciblage intérêt, sauf que c'est un ciblage intérêt qui est vraiment spécifique et dédié pour vous, puisque c'est vous qui avez choisi les mots-clés. Il faut juste noter que pour cela, il y a 500 mots-clés maximum. Donc, vous ne pouvez pas utiliser plus de 500 mots-clés. Enfin, donc là, c'est des ciblages qu'on peut utiliser et généralement qu'on va combiner avec tous les ciblages qu'on a vus avant, qu'on va rajouter pour réaffiner en plus sa campagne. Donc, par exemple, tout ce qui est ciblage géographique et langue, évidemment, la langue, si votre site n'est qu'en une seule langue ou deux langues, ça va être spécifié uniquement ces langues-là pour éviter effectivement le reste. Et par exemple, pour l'ouverture d'un nouveau magasin dans un lieu précis, dans une ville bien précise, effectivement, ça permet de spécifier cette géographie bien précise pour cette ouverture de magasin. On l'a vu au début puisqu'on a parlé du mobile, on peut cibler l'écran qu'on veut, donc le device. Donc effectivement, le mobile ou le desktop, se dire, bien, je vais uniquement cibler les gens qui sont sur mobile, par exemple, proposer du click to call, l'appel sur le centre téléphonique, évidemment, il vaut mieux faire une campagne sur mobile. Et avoir dans ces cas-là une autre campagne avec une autre proposition pour le desktop. Enfin, on a l'âge et genre. Donc ça, c'est quelque chose d'un ciblage assez basique, mais c'est très intéressant selon le type de produit, notamment pour un prêt étudiant, se dire, bah, tiens, je propose des prêts étudiants, je vais cibler plutôt les 18-25 ans, ou des produits très masculins ou très féminins. Vous allez pouvoir également spécifier le genre. À noter, on peut cibler évidemment les plus de 18 ans. En revanche, il faut savoir que tout ce qui est alcool et gambling, malgré tout, ne sont pas acceptés comme annonce dans Gmail Sponsored Promotions. Enfin, l'occupation. Donc l'occupation, c'est parce qu'il est déclaré, tout comme l'âge et genre, quand on crée son Gmail. Et on va pouvoir cibler l'occupation, exemple, je reprends l'occupation étudiant. Donc, je suis un site qui propose des jobs d'été, et bien je vais pouvoir cibler l'occupation étudiante, c'est bien eux que je recherche. Enfin, à noter, il faut bien savoir que
Pour les ciblages, on peut combiner toutes sortes de ciblages, on peut tous les combiner ensemble. En revanche, il faut savoir que le maximum, c'est 1000 attributs. Qu'est-ce qu'on considère comme un attribut? Effectivement, un attribut, ça va être un intérêt thématique, par exemple. Si vous combinez deux intérêts, eh bien, ce serait ça, on considérerait que c'est deux attributs. Vous rajoutez plusieurs langues, vous rajoutez 3 langues, eh bien, les 2 plus les 3, on arrive à 5. Et il faut surtout noter, donc, on se dit 1000, finalement, il y a de la marge. Mais si, par exemple, vous utilisez le ciblage mot-clé, un mot-clé est égal à un attribut. Donc, si vous prenez les 500 mots-clés maximum, eh bien, vous avez déjà plus que 500 attributs autres à combiner. Pour le moment, en tout cas, on a rarement vu de ciblage où on utilisait les 1000 attributs, mais voilà, il y a quand même de la marge. Dernier point très important, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir une liste de ciblage qui comporte moins de 10 000 utilisateurs. Donc, si vous avez un ciblage bien trop précis, s'il n'y a pas 10 000 utilisateurs dans cette audience, eh bien, on ne pourra pas faire un ciblage et on ne pourra pas lancer une campagne Gmail Sponsored Promotions. Donc ça, quand vous demandez les ciblages que vous souhaitez, on vous le dira tout de suite, eh bien non, désolé, il n'y a pas assez d'utilisateurs, donc on ne peut pas lancer, donc il faut, dans ces cas-là, réouvrir le ciblage et être peut-être moins spécifique, donc peut-être si vous utilisez des mots-clés, moins de mots-clés, ou plus de domaines, etc., etc. Donc, on pourra être là pour vous guider dans ces cas-là, pour trouver ça. De toute façon, il faut bien comprendre qu'avoir moins de 10 000 utilisateurs, avoir une toute petite campagne, n'est pas forcément non plus intéressant pour vous. Enfin, pour terminer sur les ciblages, il faut bien comprendre un concept, c'est la différence entre l'audience versus les ciblages. Donc là, on a vu les critères de ciblage, on parle bien de ciblage, mais quand vous créez une campagne Gmail Sponsored Promotions, il faut bien avoir en tête l'audience que vous cherchez. Donc l'audience que vous cherchez, effectivement, parce qu'il ne faut pas penser ciblage séparément. Tout simplement parce que si, par exemple, je prends l'exemple du voyage, vous allez cibler, si vous voulez avoir une campagne avec des mots-clés type billets d'avion, et une autre campagne intérêt avec l'intérêt thématique voyage, et encore une autre campagne avec où je cible tous les gens qui reçoivent une newsletter de americanairlines.com, eh bien, ça ne sera pas optimal. Ça ne sera pas optimal, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être 3 campagnes qui vont être non seulement concurrentes les unes des autres, mais qui en plus vont avoir des moins bons taux de clics puisqu'on ne pourra pas caper en fonction de l'utilisateur puisque ce sont 3 campagnes différentes. Donc potentiellement, et c'est généralement le cas, quelqu'un qui reçoit une newsletter americanairlines.com est également la même personne qui va se retrouver dans l'intérêt pour le voyage puisque nous l'aurons considéré, on l'aura catégorisé, Google l'aura catégorisé dans l'intérêt voyage puisqu'il reçoit des newsletters d'American Airlines. Et le mot-clé billet d'avion, évidemment, l'utilisateur fera partie également de ce critère-là. Donc, il vaut mieux avoir une campagne qui comporte et le ciblage mot-clé, et le ciblage domaine, et le ciblage intérêt. Et l'algorithme fera, lui, le travail d'optimisation de manière optimale. Il ne faut pas vous inquiéter, puisque dans les rapports, vous pourrez par contre avoir les résultats par critères de ciblage. Donc, au sein de votre campagne, vous pouvez avoir un rapport qui vous dira, eh bien, les utilisateurs, vous avez le taux de clic et éventuellement le taux de conversion en fonction de ces ciblages. Ce qui vous permettra par la suite, et on va le voir juste après, quand on veut optimiser, si votre campagne a un mauvais taux de clic, et si vous vous apercevez que c'est un des critères de ciblage qui fait baisser le taux de clic de toute votre campagne, vous pourrez alors le supprimer pour avoir une meilleure performance. Donc vraiment, recommandation, ne faites pas des campagnes avec des ciblages totalement séparés alors qu'elles concernent une même audience, mais vraiment groupez les ciblages pour créer une audience vraiment cible, celle que vous recherchez. Je passe enfin à la dernière partie sur l'analyse et l'optimisation. Donc les recommandations que l'on a pour vous lorsque vous créez une campagne Gmail Sponsored Promotion. Donc les indispensables à savoir, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire, 3 choses de chaque côté.
Sur ce qu'il faut faire, ce qu'on vous recommande fortement, tout d'abord, c'est d'activer les outils d'optimisation. Donc, c'est vraiment demander à avoir Campaign Optimizer, donc l'optimisation de la campagne. C'est un outil qui va permettre à l'algorithme d'optimiser grâce aux données récoltées. Et ensuite, c'est d'utiliser l'optimisation sur le coût au clic externe. Donc, vous savez que, on l'a dit, quand on paye au CPC, on va payer sur le clic sur le teaser. En revanche, vous pouvez optimiser votre campagne sur le coût, sur le clic, sur la promotion Gmail. Donc, une fois que le teaser est ouvert et que vous avez ce format 100%, vous pouvez cliquer dessus et arriver sur votre page, votre landing page. Et dans ces cas-là, on peut optimiser sur le fait que les gens cliquent et arrivent sur votre page. Également, deuxième point important, mettre à jour, la mise à jour des teasers. C'est très important d'avoir une rotation fréquente des teasers. Déjà, pour en tester plusieurs, on s'aperçoit quand même, étant donné qu'il y a très peu de mots possibles, le teaser est très, très court. Le fait de mettre dans un sens, dans un autre les mots, ça peut avoir un impact très important. Déjà, ça va vous permettre de tester plusieurs teasers et également de mettre à jour ces teasers pour avoir plus d'impact. Troisième point, lorsque vous avez un budget pour une campagne, vous avez une campagne d'un mois par exemple sur Gmail Sponsor Promotions, eh bien l'idée c'est de segmenter votre budget et de vous dire si j'ai 10 000 euros, eh bien je vais mettre sur les premiers jours une part plus importante sur la première semaine par exemple, sur les quelques premiers jours, parce que c'est là que la campagne performe le mieux. Donc c'est là que vous aurez le plus de personnes à aller chercher, le meilleur taux de clic, et donc il vaut mieux dépenser ce budget au début, même si vous en avez un peu moins après disponible, mais vraiment on vous recommande d'avoir ce budget le plus important sur ces premiers jours. Donc si vous avez une campagne de 15 jours, je dirais sur les 3 premiers jours, c'est important d'avoir bien segmenté votre budget. Enfin, sur les choses à éviter, ça va être de diviser les campagnes. Donc, comme on disait avant, de toute façon, avoir des critères de campagne séparés, c'est à éviter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas. Et également, le fait d'avoir des bases utilisateurs trop petites. Je vous dis 10 000 utilisateurs minimum, mais même si vous arrivez à 10 000 ou 11 000, ben, ça réduit la capacité d'optimisation. On vous recommande d'avoir des campagnes un peu plus importantes. Deuxième point, combattre le CPC maximum. Vous allez mettre un CPC maximum, comme pour une campagne de search, mais si vous essayez de mettre un CPC maximum trop bas, ça va certainement impacter le reach disponible, donc la couverture que vous allez pouvoir avoir, sans forcément avoir de meilleures performances. Donc, je rappelle que le CPC max, ce n'est pas forcément le CPC que vous allez payer. Ça va vous permettre d'aller chercher effectivement certains utilisateurs. Ça va vous coûter plus cher, d'autres moins cher. Au global, vous allez vous y retrouver, mais ça va vous permettre d'aller toucher une couverture maximale. Et enfin, avoir un petit budget, un trop petit budget. Il faut savoir notamment que si votre budget est trop inférieur au potentiel d'audience, eh bien, ça veut dire que soit votre ciblage est trop large. Donc, dans ces cas-là, on vous recommandera de réaffiner votre ciblage pour avoir un ciblage plus fin et avoir une audience qui est plus en rapport avec votre budget, soit c'est tout simplement également que votre budget est vraiment trop petit, et ça, dans ce cas-là, on vous le recommandera également. Sur les recommandations générales, quand on veut optimiser, 3 points. Si vous souhaitez tout d'abord affiner votre campagne, c'est-à-dire que vous souhaitez généralement, c'est pour un objectif d'avoir une meilleure rentabilité, une meilleure performance, on va vous recommander, lorsque vous avez laissé passer plusieurs jours, voire peut-être au moins une semaine, de retirer des critères. Donc, je vous le disais, vous allez pouvoir voir un rapport par critère de ciblage et vous allez pouvoir regarder ceux qui ont un fort volume, mais qui ont une mauvaise performance, donc un mauvais taux de clic, et qui du coup vont impacter la campagne au global. Et bien dans ces cas-là, vous allez identifier ces critères et vous allez pouvoir les retirer de votre campagne. Également, vous allez pouvoir exclure, par exemple, vous pouvez ajouter des ciblages, mais en exclusion. Donc, par exemple, des mots-clés que vous souhaitez exclure, des intérêts que vous souhaitez exclure, des noms de domaine, par exemple votre propre nom de domaine si vous voulez exclure votre base client. Alors, on vous recommande aussi de ne pas oublier d'exclure certains ciblages si vous connaissez bien votre audience. Ça va vous permettre de réaffiner encore plus.
Donc une fois qu'on a vu la performance, le deuxième point, ça va être d'étendre. Donc se dire je veux plus de volume. Et bien dans ces cas-là, on va vous proposer l'inverse. Ça va être d'ajouter des critères et donc d'étendre les critères de ciblage pour atteindre plus d'utilisateurs. Tout simplement en utilisant des ciblages complémentaires. Si vous rajoutez des critères, parfois ça va réduire votre audience, mais là ça va bien être de rajouter des ciblages complémentaires avec des intérêts similaires. Donc par exemple, comme je le disais pour la science-fiction, vous allez toucher des gens qui sont intéressés par la science-fiction, et bien quelque chose de complémentaire ou de similaire, ça va être le gaming. Et ça va vous permettre d'aller chercher une audience supplémentaire. On l'a vu au tout début des recommandations, utiliser l'optimizer. L'outil va le faire automatiquement, justement, d'aller chercher des audiences qui sont similaires, et cela de façon automatisée. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez l'optimizer, il fera ce travail de façon automatique. Troisième point sur les recommandations générales, c'est l'annonce. Je vous le disais, le teaser est très important, il faut le mettre à jour régulièrement. Et le bon message peut vraiment faire une différence sur le taux de clic. Donc testez-en plusieurs. Il faut savoir que si le taux de clic externe est bon, mais que celui du teaser est mauvais, évidemment, il faut modifier le teaser pour faire en sorte qu'il soit plus attractif, parce que vous savez que votre offre est bonne, c'est juste que les gens ne le savent pas et que le teaser ne fait pas son effet de teaser, il n'accroche pas. Et vice-versa, si le taux de clic du teaser est très bon, c'est qu'il est très accrocheur, mais si le taux de clic en revanche externe, donc une fois que les gens ont ouvert la créa et qu'ils s'aperçoivent que l'offre n'est pas forcément conforme avec le teaser, ça fait une surpromesse comparée à l'offre réelle, c'est pas forcément bon pour l'image, et là dans ces cas-là, on vous recommande également de changer de teaser, c'est-à-dire qu'il est trop accrocheur et pas forcément en rapport avec votre offre, puisque les gens ne s'y retrouvent pas. Pour vous donner des exemples encore un peu concrets, trois secteurs, la finance, l'auto et l'e-commerce. Là, ce sont les critères généralement les plus utilisés qu'on a pu voir et qui fonctionnent bien pour ces secteurs. Donc, pour la finance, utilisez l'âge et le genre, évidemment. Donc, selon le type de prêt, un prêt étudiant, on l'a vu, eh bien, vous allez cibler des gens qui ont entre 18 et 24 ans. Pour des plans d'épargne retraite, ça va être des gens qui ont plus de 45 ans, parce que c'est plutôt à cet âge-là qu'on commence à réfléchir au plan d'épargne retraite, et pas quand on a 18 ans. Sur les noms de domaine pour un service financier, donc par exemple quelqu'un qui cherche du CSP+, ça va être des gens qui sont abonnés au Wall Street Journal ou à Bloomberg, donc ça va être une façon d'aller chercher justement des CSP+. Pour un prêt immobilier, par exemple, si vous êtes dans le secteur du prêt immobilier, eh bien, vous pouvez aller cibler les noms de domaine des sites de recherche immobilière, donc seloger.com, Logikimo, ça vous permet de dire que ce sont des gens qui recherchent à acheter, donc c'est le moment de leur proposer un prêt. Évidemment, pour le secteur finance, l'intérêt finance, simplement, c'est la première chose la plus facile à cibler. Et enfin, sur la partie mots-clés, ça va être d'exclure les mots-clés non pertinents pour votre offre, mais qui sont liés à la finance. La finance, c'est un secteur très large. Donc, si vous ciblez l'intérêt finance, mais par exemple, vous ne voulez absolument pas vous occuper des assurances, vous pouvez exclure les mots-clés assurances, par exemple. Deuxième secteur, l'auto. Donc, évidemment, les plus de 18 ans, puisque ce sont ceux qui sont détenteurs d'un permis de conduire, a priori. Et selon la catégorie de véhicules, donc hommes et femmes, on peut être surpris parfois, mais quand même, il y a des modèles qui sont plutôt pour les hommes et des modèles plutôt pour les femmes. Donc, on peut cibler en fonction de ça. La géographie, c'est important, selon la localisation des concessionnaires. Si vous savez qu'il y a des endroits où il n'y a pas de concessionnaire disponible dans cette géographie, dans ces cas-là, faites un ciblage géographique pour exclure ces localisations. Ou justement, si vous voulez même avoir une offre très dédiée, très pertinente, vous dire, eh bien, je vais faire des campagnes cette fois différentes, avec un teaser qui remet bien en valeur la localisation du concessionnaire, et vous faites un ciblage géographique pour chacun. Ensuite, pour les noms de domaine, eh bien, ça va être des noms de domaine qui sont liés aux recherches automobiles, type Argus, ou sur les prêts auto, justement, ceux qui recherchent des prêts auto, eh bien, c'est les bonnes personnes à aller chercher. Encore une fois, l'intérêt facile, on a un intérêt qui est automobile, vous pouvez le cibler. Et enfin, vous pouvez
pouvez aller cibler du coup des mots-clés de constructeurs automobiles. Troisième et dernier secteur, le e-commerce. Donc, ce sont juste des exemples. Hein. Il y a évidemment tous les autres secteurs qui peuvent le faire, mais on a pris ces trois exemples-là. Pour le e-commerce, eh bien, l'âge et genre, c'est important également selon la cible du produit. Donc, si c'est un produit plutôt jeune, un produit plutôt masculin ou féminin, sélectionner le ciblage âge et genre. Pour la géographie également, important, selon les disponibilités de livraison. Si vous faites de la livraison, s'assurer que ces secteurs-là, ces localisations sont bien desservies. Enfin, les noms de domaine. Les noms de domaine similaires, donc ce qu'on va appeler un nom de domaine similaire, évidemment, ce sont les concurrents directs. Vous pouvez cibler les gens qui reçoivent des emails de vos concurrents directs, mais également complémentaires, hein, on l'a dit. Donc, les vêtements bébés, quelqu'un qui vend des vêtements pour bébé, va cibler toutes les marques de puériculture, parce qu'il sait que la personne potentiellement a un enfant. Enfin, l'intérêt shopping. Donc, dans l'intérêt shopping, c'est vaste, mais vous avez après plein de sous-secteurs où vous pouvez voir tous les types de produits qui sont dans les intérêts. Et enfin, l'achat produit. Donc là, pour l'e-commerce, très important, notamment exclure les produits similaires. Donc, si quelqu'un vient d'acheter le même produit que vous vendez, ça ne sert à rien d'aller les cibler, ils viennent de l'acheter, donc c'est pas la peine d'aller les chercher. En revanche, encore une fois, les cibler plutôt des produits complémentaires. Là, ça a beaucoup de sens et ça marche très bien. Pour finir, une petite étude de cas, un exemple du secteur B2B, Nextiva, qui est un provider de VoIP pour les PME. Donc eux, leur objectif, c'était d'acquérir de nouveaux leads qualifiés et de faire connaître leur marque. Donc l'approche qu'ils ont utilisée, c'était de cibler une cible très qualifiée B2B. Et donc, ils sont allés chercher sur du CSP+. Donc, exemple, les abonnés du Wall Street Journal. Donc, ils ont cité le domaine wsj.com. Et ils ont utilisé en format, une fois que le format l'utilisateur s'est ouvert, un format de formulaire. Et ça fonctionne vraiment très bien parce que ça permet de récolter un maximum de leads au sein de l'annonce même. Et c'est très apprécié par les utilisateurs de pouvoir le faire au sein de l'annonce. Les résultats, eh bien, plusieurs millions d'impressions au sein des boîtes de réception Gmail en 4 mois, un taux d'ouverture de 2% sur plusieurs milliers de leads qualifiés et un taux de conversion qui a été en hausse mois après mois. Pour conclure, avant de prendre vos questions, si vous souhaitez démarrer avec Gmail Sponsored Promotions, pour le moment, les 3 étapes pour commencer, ça va être de vous créer un compte dédié Gmail Sponsored Promotions. Pour le moment, ce n'est pas disponible dans AdWords, donc vous ne pouvez pas utiliser AdWords pour lancer une campagne Gmail Sponsored Promotions. Donc, il faut aller voir votre contact Google, lui demander de vous créer un compte Gmail. C'est une facturation pour le moment également séparée, donc il faudra recréer un système de facturation avec votre représentant Google, votre contact. Et troisième étape, évidemment, la création de la campagne, donc la sélection de tous les ciblages et la création de l'annonce pour votre campagne. Donc ça, c'est pour le moment. Évidemment, à terme, vous aurez tout de disponible dans Word, mais ce n'est pas encore le cas. Donc pour le moment, voilà les 3 étapes pour commencer une campagne Gmail Sponsored Promotions. Merci pour votre écoute. Nous allons donc passer aux questions si vous en avez. Je vais prendre quelques petites minutes pour les lire et y répondre tout de suite. Voilà, donc vous pouvez encore poser vos questions et je vais tenter d'y répondre un maximum. Sachez néanmoins que le prochain webinaire aura lieu en septembre, donc à la rentrée. Donc je vais prendre vos questions.
Merci pour votre patience. J'ai vu qu'il y avait des questions et des gens qui avaient répondu aux questions. Donc merci à ceux qui ont répondu aux questions directement. C'est parfait. En plus, il n'y avait pas d'erreur généralement dans les réponses. Donc pour ceux qui ont reçu des réponses à vos questions, elles sont parfaites. Donc sur l'interface commune AdWords Gmail Sponsored Promotion, je l'ai dit, ce n'est pas encore le cas. Ça le sera. Je n'ai pas de date pour l'instant à communiquer, mais ça arrive pour sûr. C'est en cours. Donc les ciblages, il y a des rapports par type de ciblage, ce qui vous permet, comme je disais, notamment de vérifier si ça fonctionne, de les exclure du coup quand ils ne fonctionnent pas. Du coup, ça vous pouvez demander tous ces rapports à votre contact. Enfin, une fonction de retargeting liée à GSP. J'ai eu cette question qui est revenue plusieurs fois. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pareil, vous savez, chez Google, on fait toujours très attention à tout ce qui est privacy. Donc, il y a des tests par rapport à tout ce qui est privacy, parce que là, on est dans un monde de Gmail, où des gens qui sont logués. Donc, on met en œuvre des choses pour anonymiser tout ça et anonymiser toute la data. Donc, pour l'instant, pareil, pas de date de sortie pour cela, pas pour des raisons techniques, mais bien pour des raisons de faire attention à ce que tout soit bien anonymisé. J'ai vu dans les questions, on peut paramétrer effectivement un budget quotidien, ce n'est pas recommandé. Ce n'est vraiment pas recommandé, comme je le disais, il vaut mieux faire, si vous avez une campagne assez courte, faites des budgets sur 3-4 jours. Pour l'algorithme, c'est mieux, parce que si vous lui donnez un cap journalier, c'est compliqué pour un algorithme d'optimiser correctement. Vous faites plutôt des petits packs de jours plutôt que des choses journalières. La facture, effectivement, pas encore sur la plateforme, en cours également. Malheureusement, pas de date à communiquer non plus. On fait au plus vite pour mettre tout ça à disposition et que vous ayez un maximum d'outils, de rapports et tout à disposition, tout simplement. Il est possible de créer un tracking avec différentes URL au sein des annonces. Donc ça, redemandez bien les spécifications techniques à votre contact. Il pourra vous donner toutes les informations disponibles pour ça. Encore, alors oui, sur les ciblages keywords, effectivement, ce n'est pas tout à fait comme le SIM, donc c'est vraiment c'est exact. Et voilà pour les questions. Si jamais il y a encore d'autres questions, on essaiera de les poster sur Google+, pour les aider plus tard. Et n'hésitez pas à contacter vos représentants, vos contacts Google, qui pourront également vous envoyer des documentations si vous en avez besoin. Et tout le support que vous pouvez trouver également sur AdWords. Mais n'hésitez pas vraiment à contacter vos représentants. Ils ont certainement des documentations à vous fournir plus précises pour vos questions techniques, pour vos questions de feed, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. J'espère que cela vous a été utile. Et prochain webinaire à la rentrée. En attendant, je vous souhaite un excellent été avec le soleil qui va arriver, nous l'espérons. Voilà, très bonnes vacances à vous et merci encore.